Ok l'équipe, R2Z, nouvelle vidéo, nouveau podcast. Je suis avec le frérot LK. Salut, moi c'est LK. Et là maintenant on est là pour présenter ce podcast, ce beau format. On va apprendre plein de choses, des grosses vérités sur les paris sportifs long terme, des conseils. Je pense qu'on va commencer sur ça. T'as tout dit. On est parti les gars pour un long format. Yes. Donc déjà avant toute chose, si jamais le concept vous plaît, mettez un like, pensez à nous le dire les gars en commentaire pour qu'on puisse continuer l'émission. Le principe c'est ça, hein. C'est pas de faire un seul podcast, c'est de poursuivre dans le temps. Donc ça c'est très important les gars pour le savoir. Vous mettez en commentaire. Peut-être d'inviter des gens qui sont rentables dans ce milieu, des gens qui peuvent nous apporter de la valeur et leur expérience dans les paris sportifs, ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, ça va être un beau format. Il y aura peut-être et même sûrement beaucoup de suites avec des podcasts différents. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer là. On va commencer là. Tous les réseaux, les gars, en description, comme d'habitude. Exactement. Dans la barre d'infos, tout ce qui est important, checkez la description directement. Donc là, l'équipe, on va commencer par le commencement. Comment on en est arrivé ici, comment on en est arrivé là tout simplement dans les paris sportifs, notre parcours, notre histoire. Okay. Bon, je commence du coup, les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis connu sous le nom de R2Z, on va dire, sur les réseaux. Je m'appelle Romain. J'ai commencé donc les paris sportifs, les gars, comme tout le monde, aux années lycée, 17-18 ans. Je fais des vidéos YouTube à la base. Donc moi, de base, les gars, je ne suis pas un pronostiqueur qui a popé, on va dire, avec la génération TikTok. Vraiment, j'ai commencé les vidéos YouTube en 2010. Ok, c'était des vidéos de base sur les jeux vidéo. Par la suite, moi, ma grande passion dans la vie, c'est le foot. C'est pour ça que je fais des pronostics uniquement sur le foot. Vous ne m'avez jamais vu donner du tennis ou quoi que ce soit. Deuxième passion, les gars, c'est les paris sportifs. Et donc, ça fait depuis 2018, à l'heure actuelle, que je donne des conseils dans le foot, sur les réseaux, Insta, Telegram, YouTube. Et donc, je le répète encore une fois, les gars, à l'heure actuelle, je ne vis pas des paris sportifs. Ça veut dire que mes revenus chaque mois ne proviennent pas uniquement des paris sportifs, mais ça reste un complément qui peut varier. Parce que les gars, dans les paris sportifs, ça varie. Faut bien vous mettre ça dans le crâne. Dis-nous tout, LK. Alors du coup, moi, c'est LK, l'équipe. Ça fait à peu près 8 ans que je suis dans les paris sportifs. Voilà, hein, tout a commencé à peu près à la Coupe du Monde 2018. J'avais jamais fait de paris sportifs de toute ma vie. J'étais passionné par le football, oui et non. J'adorais. Moi, j'ai plus commencé avec FIFA. Parce que tous mes amis commençaient à monter la tête avec FIFA. J'ai commencé à jouer avec PES, etc. J'étais plus dans le jeu vidéo de football avant d'être passionné réellement par le football dans son entièreté. En fait, j'ai commencé tout simplement en 2018 à la Coupe du Monde. Et à partir des 16e, il me semble, j'ai commencé à parier tout simplement sur l'équipe de France. Donc tout simple, hein, l'équipe de France, c'est un pote à moi qui m'a dit « Mais tu sais que tu peux mettre de l'oseille là sur tout simplement l'équipe de France et sûrement gagner, etc. » Je dis « Allez, pourquoi pas ?» Et en fait, ce qui s'est passé, l'équipe, c'est que j'ai pris toutes les offres des books à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était des offres de fou. Oui, Coupe du Monde. Ouais, à l'époque, tu avais du 300 offert, du 200 offert, du 100 offert, etc. Ouais. Et du coup, en fait, à chaque fois, je me suis inscrit sur tous les books et j'ai fait all-in sur la France. J'ai pris à peu près 4000 comme ça et je me suis dit, mais attends, mec, on peut faire de l'oseille avec juste en regardant. On peut faire de l'oseille juste en regardant le football, quoi. Je me suis dit, c'est exceptionnel. Donc en fait, j'ai persévéré. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début. Et après, je me suis professionnalisé avec une méthode long terme que j'ai créée et que maintenant j'inculque dans la LK Team. Et j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, à quand même sortir vraiment pas mal avec les paris sportifs. Toujours en quête de perfection de la méthode, hein, parce qu'on finalement, on a toujours des petits détails à régler, que ce soit par rapport aux cotes, que ce soit à partir de la gestion, etc. Et puis là, depuis le mois de janvier, j'ai décidé de monter ma structure professionnelle, la LK Team, où j'inculque aux gens à minimiser les risques et voilà, essayer de devenir rentable sur le long terme avec plein d'astuces, une formation, etc. Bon, du coup, on va passer à la première question de ce podcast. R2Z, comment as-tu découvert les paris sportifs pour la première fois ? C'était à l'époque. En fait, moi, j'ai mon frère qui est plus grand que moi et qui a commencé les paris sportifs avant moi. Okay. Moi, j'étais pas majeur, donc j'allais avec lui. Et au début, moi, j'avais 15 ans, je crois 15-16 ans. Et tu vas pas mettre 5 € sur une cote à 1,30. Et des fois, il y a des mecs qui me disent j'ai 10 €, je vais pas mettre une cote à 1,30. Je suis d'accord avec toi, tu vois, je suis d'accord. Donc, ouais, j'avais 15-16 ans et j'ai mis 5 balles. C'était une cote à 7, je crois. Et j'ai validé le ticket. Et lui, mon frère, il avait fait une cote à 1,50 où il avait mis 20 balles et il avait pas validé le ticket. Et là, le jour-là, il a dit toi, t'as trop de la chatte, frère. Et moi, je me suis dit
c'est passé cette fois-ci. Mais la façon, en fait, voilà, au jour d'aujourd'hui, notre vision elle a changé. C'est plus de faire des grosses cotes avec des petits montants. Bah oui, c'est tout le Mais contraire. on est d'accord, au début, quand tu débutes, t'as 5 euros. Je comprends les gens qui me disent j'ai 5 euros, je peux mettre 5 euros sur une cote à 1,30. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut commencer à faire du long terme même avec très peu. Ouais, ouais, Il y a bien un départ quelque part. c'est sûr. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être frustrant. C'est sûr. Après, ouais, c'est une vision. Si tu veux juste te faire un kiff le temps d'une soirée, mets-toi une cote à 10, mets tes 5 balles. Si ta vision, c'est de faire des rentrées d'argent, tu pourras pas mettre des 5 balles Bah oui, non, tous les week-ends. c'est perdu C'est d'avance. impossible. C'est impossible. Ok, donc à partir de quel moment tu t'es dit je peux faire ça sérieusement, je commence à être chaud? Honnêtement, c'est quand j'ai découvert le moins de 25 tirs. Ça a vraiment été quand j'ai découvert ça, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, c'était en 2021 ou peut-être 2022. Je te suivais à l'époque où tu faisais les moins de 25 tirs et c'est vrai que tu as fait du sale. Ouais. C'était la période après Covid. Et déjà pendant Covid, j'avais joué le moins de 3,5 buts sur le match de 13h30. Et le moins de 25 tirs, à l'époque, maintenant je crois sur Unibet et tout, sur les books Argel, il est disponible. Mais à l'époque, c'était pas disponible. Et donc les codes sur hors Argel, elles explosaient. Il y avait vraiment des codes de fou. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an. Ça a très bien marché. Et je donnais beaucoup de pronostics aussi à la communauté. Et bon, après, le fait que les joueurs ils te suivent, les cotes elles chutent, tu vois. Donc les cotes ont chuté. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne le fais plus. Et qu'on me demande encore pourquoi tu joues plus le moins de 25 tirs. Les gars, si je le fais plus, c'est que les cotes elles ont chuté, que c'est plus rentable à l'heure actuelle. Mais à l'époque, en 2021-2022, c'était vraiment le pronostic à prendre. Et voilà, je l'ai pris comme ça, quoi. Et là, tu t'es dit, à partir de ce moment-là, tu as commencé à plutôt être rentable sur le long terme. Tu t'es dit, là, je peux faire du Ouais, là, sale. j'ai fait une très grosse année. 2021-2022, je pense, c'est là où j'ai fait, pas le plus gros bénéfice, mais le plus gros évolution, en fait, tu vois. Je jouais pas encore des gros montants, mais en fait, le taux de réussite était énorme. Et donc, en fait, mentalement, tu vois, même si tu gagnes moins, mais quand tu fais que gagner, enfin, je fais pas que gagner, mais tu vois, c'est une façon de parler. Quand tu fais du 8 sur 10 tous les mois, toutes les semaines, et bah, tu vois, mentalement, c'est cool. Oui, tu dis que si tu scales et que tu mets plus, en fait, ça va être au même taux de rentabilité finalement. C'est ça. Même taux de réussite. C'était vraiment le taux de réussite sur ce nombre de tirs, c'était incroyable. Donc j'en ai profité, mais maintenant, c'est plus possible. Du coup, LK, est-ce que tu peux nous dire, toi, à partir de quel moment tu as senti une vraie évolution, enfin, que tu as senti que tu pouvais vraiment être rentable dans ce milieu, quoi? C'est à partir de, on va dire, 2 ans de pratique où j'ai compris qu'en fait, c'était entre du 1,50, on va dire du 1,40 et du 2,50 grand max quand il y a des opportunités en live, que je pouvais faire quelque chose. C'est à partir de ce moment-là où je me suis positionné sur ce genre de cote, aller entre 1,40 et 2,50, où je me suis dit, là, ton taux de réussite, il est chaud, LK, tu vas pouvoir peut-être sur le long terme faire quelque chose. Je comparais ça, par exemple, à une avancée, je sais pas, par exemple, quand on met sur 1 an de l'oseille sur un livret A, ou peut-être sur la bourse, etc., je voyais que j'explosais ce taux de rentabilité, même moyen court terme. Je me suis dit, oula, je me suis dit, mais en fait, ça fonctionne. Le 1,50 à 2, ça fonctionne. Et c'est autour de moi. Tout simplement, il y a mes amis, les proches, je les voyais faire des tickets, les tickets de grand-mère, les tickets de caisse le dimanche, tu sais, et ça passait jamais. Et moi, ils voyaient win, 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 win. Et ils se disaient, mais mec, et je disais, les gars, vous jouez des cotes improbables, ça ne passera jamais long terme. Et en fait, quand j'ai vu ce que j'arrivais à gagner sur le moyen terme, on va dire long terme, là, je me suis dit, bah, si tu fais ça toute ta vie, forcément, ça va payer un jour ou l'autre. Donc, c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à me concentrer sur le 1,50 à 2 et que j'ai commencé à faire des 8, 10, 15 de suite. Et t'avais pas un pari en particulier, genre, qui t'a fait, ouais, ce pari-là, il marche mieux que les autres, quoi? Ah, si. Bah, moi, après, personnellement, ma spécialité, je pense que tout le monde l'a vu et tous les membres de la LK Team le voient et même sur les réseaux actuellement, c'est le ou nul, le 0,5 but d'une équipe. Pour moi, c'est le plus sécurisé parce que le ou nul, en fait, tu as 2 chances sur 3 et tu le mets sur une équipe qui est déjà favorite finalement sur le match. Donc, en fait, ça te met énormément de chance. Je prends l'exemple d'hier. Hier, j'ai mis Aston Villa au nul avec Braga au nul. Braga était contre Nice, qui est en record de défaite. Aston Villa était contre le FC Bâle, qui est bien moins performant cette saison. Et t'as du 1,66 avec deux doubles chances comme ça. Ouais, non, c'est sûr que. Il faut réfléchir comme ça. Et les ça gens. fait 75% de réussite. Double chance. Ouais, limite, de base, sauf s'il y a un carton rouge et ça, on peut pas le prévoir. Mais pour moi, c'est encore plus élevé que le 75 parce que c'est du 2 chances sur 3, pas sur le non-favori, c'est du 2 chances sur 3 sur le favori. Du coup, on va passer à une question qui est fatidique un peu. Quelle a été ta plus grosse erreur à tes débuts? Ouais,
Ça, c'est vraiment une question. En fait, je me rappelle, en fait, tu m'as dit de poser la question et je me suis rappelé direct d'un ticket. Genre, tu sais, ça m'a sauté à l'esprit. Genre, en fait, si tu veux, c'est fou parce qu'en fait, c'est une erreur que j'ai faite et qu'aujourd'hui, bah, quand je parle de conseils, c'est des erreurs vraiment que je mets en avant. C'est le fait de vouloir se refaire. Et en fait, c'est humain, Ah tu non, vois. c'est C'est ouais, humain. horrible. Mais c'est ça qui fait toute la différence C'est entre un ça. bon et un Ouais, mauvais c'est ça, c'est parieur. ça, c'est ça. C'est vraiment le fait de vouloir se refaire rapidement quand tu perds une somme. Tu te dis, en fait c'est toi, c'est ton corps, tu vois. Mm. Je sais pas, Ah ouais, t'es frustré. c'est ça, t'as envie de te refaire. Et donc, pour te dire, j'ai voulu me refaire avec un très gros montant sur une toute petite cote. Mm. Et Ça douille. j'ai pas, ouais, et j'ai Waouh. pris la. Ouais. Et peut-être tu mets du temps à t'en refaire un. Et je me rappelle encore du ticket pour te dire, c'était en Ligue des Champions, United Séville, quand Séville avait gagné, je crois, 2-1 à United et que j'avais mis double chance, United ou nul à 1,20. Et je me rappelle, je crois que c'était à 4-5 ans, hein, pour vous dire, hein, mais le ticket m'a tellement traumatisé que je m'en rappelle encore. Donc, devoir me refaire rapidement en jouant beaucoup, en jouant de l'argent que je n'avais pas à l'époque sur une petite cote, ne pas avoir assez analysé la chose et au final perdre ce montant. Du coup, Elka, est-ce que tu peux dire, toi, quelle a été la plus grosse erreur dans le milieu des paris sportifs à tes débuts? Ouais, bah je m'en souviens encore exactement comme toi. Ma plus grosse erreur au début dans les paris sportifs, c'était il y a 4-5 ans. Sur un mois, j'avais pas respecté ma méthode. Je m'étais dit, allez, on va faire des all-in, on va se mettre en mode un peu gambler et tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis monté en un mois de 300 balles à 7500. J'ai Ah ouais. fait une montée de fou. Je faisais limite des all-in. J'avais une très grosse série de victoires. Et bah d'ailleurs, les tickets sont sur Instagram dans ma petite bulle Ouais. Best Tickets. Et après ça, alors ça a été mes plus gros tickets, mais après ça a été ma plus grosse perte. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis monté à 7500. Après, je me suis dit à 7500, tout le monde autour de moi, c'est incroyable. En un mois, tu as fait 7500. Les gens qui parlaient autour, dans la ville où j'étais à l'époque, tout le monde savait, ouais, lui, il a fait 7500. Ça m'a mis une pression. Ah ouais. Et ça a parlé vite autour de moi, etc. Les mecs, ils disaient, putain, il a fait 7500 en un mois, etc. Ah ouais, c'est beau. Hein. Et je sais pas, les gens, ils m'ont mis le mauvais œil ou quoi. À 7500, j'ai mis une mise à 1000 balles. Elle n'est pas passée. J'ai remis une demi-heure après une mise à 1000 balles. Elle n'est pas passée. Il me restait 5005. Et là, j'ai fait exactement pareil que toi. Sur une cote à 1,20, 1,25, j'ai mis les 5000. Et en fait, c'était sur une équipe qui avait un carton rouge. Elle menait déjà 1-0. Et en fait, je voulais à 0-0 mettre cette équipe-là les 5000 dessus. Au moment où je clique, il y a le but. Et je me dis, bon, il reste 45 minutes. Ils vont forcément remettre un autre but. Ils sont à domicile. Ouais. Et en plus de ça, il y a rouge en face. Ils ont fait tourner le ballon pendant 45 minutes. J'ai perdu 7500 balles en un jour. Donc voilà, petite prévention pour vous, ne jamais se refaire l'équipe, peu importe, même si vous êtes dans votre tête les rois du monde, vous avez fait 5000, 4000, 2000 en un jour, vous perdrez forcément, tôt ou tard, cette somme si vous n'avez pas de la gestion, si vous n'avez pas de l'éducation financière. Du coup, si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais pour éviter les erreurs que tu as faites par rapport à où tu en es aujourd'hui? Quand je regarde mes vidéos, parce que vu que je fais des vidéos YouTube depuis maintenant sur les paris sportifs depuis 6-7 ans, je regarde mes anciennes vidéos et je vois quand même que dans ma vision, j'ai la même vision qu'aujourd'hui, tu vois. Ok. Donc j'aurais des trucs à lui dire à mon moi de 5 ans, mais il est quand même en accord avec ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Dans la vision long terme. Moi, peut-être que ça va te déplaire à pas mal de personnes, mais je l'ai toujours dit, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, c'est de jouer des petites cotes, même si on a vu que c'est pas passé là, dans mon histoire. Oui, mais sur le long terme. Sur le long terme, c'est ce qui finira toujours par payer. Et surtout, c'est d'investir, entre guillemets, sur les pronostics long terme. Je fais ça depuis 1 an, 2 ans. On a donné pas mal sur le groupe Telegram d'ailleurs. Top 8 LDC, 8e, 24e place. Et en fait, les gens ne comprennent pas qu'il y a des rendements de fou, même si tu dois attendre la fin de saison, ou tu dois attendre 3-4 mois. Je prends l'exemple là, juste de cette année. Le Bayern, parce que c'est ce qui m'a choqué. 1,35 début d'année, ils ont déjà 10 points d'avance, on est en décembre. Pour que le Bayern soit champion de Bundes. Ouais. À 1,35. Je sais pas si on se rend compte, ça fait 35% de rentabilité. Ouais, c'est énorme. Sur même pas 1 an, parce que ça fait énorme. Quoi, août, juin. Le mec, il met, voilà, il met 10 000, tu prends 3 500. Rien que ce rendement-là éclate un livret A ou la bourse sur moins d'1 an. Après, on le dit, on répète, il y a toujours des risques. Bien sûr. Il peut que Kane se blesse, Neuer, fin de carrière, etc. Il y a des facteurs. Mais le risque reste vraiment atténué, tu vois. Et quand tu parles de 35%, tu te dis c'est une dinguerie. Il n'y a pas que ça. Arsenal top 4 de PL à 1,40. Arsenal, ça fait énorme. Ça fait 3 ans de suite, ils finissent 2e.
tu vois en fait l'équipe, comment elle tourne, tu vois les recrues et tout. Les gars, positionnez-vous sur des pronostics long terme, début de saison. Et là, pour la Coupe du Monde, pareil, tu vas avoir des codes de fou. Qui sort des poules? Tu regardes un peu les poules et tu peux trouver des combinés. Il y a des évidences à... En fait, les gens, faut leur dire que il y a des évidences entre 1,30 et 1,60 qui peuvent prendre... voilà, c'est comme on dit, les gens ont du mal à comprendre ça. C'est que faut viser le long terme et que vaut mieux passer des 15 sur 20. Les gens n'ont pas d'éducation financière. Et en fait, tu vas parler de ça à un mec, un chef d'entreprise, il va te dire ouais, le rendement c'est ouf, etc. Et tu vas parler à un mec qui est un peu en difficulté, qui voudrait se refaire avec les paris sportifs de ça, il va te dire mais le 1,50 à 2 c'est de la merde, tout le monde peut le faire. Mais si tout le monde peut le faire, pourquoi 97% des gens sont perdants dans le milieu, tu sais, c'est ça le truc. Après, est-ce qu'on peut en vouloir parce qu'avec les réseaux, il y a tellement de mecs qui vendent du rêve, qui te montrent ce qui n'est pas vraiment réel, que toi, tu arrives, tu te dis, bon, moi, je te propose une cote à 1,35, mais tu dois attendre juin pour être payé. Le mec, il va te dire, mais frérot, va sur le côté, je vais aller voir le poteau de TikTok, là, et tu vois. Le truc, c'est que dans ce milieu, il y a 99% de scams aussi. C'est-à-dire que les mecs, ils mettent pas leur bilan, ils mettent pas d'analytics, ou ils vont supprimer leurs défaites, et des arnaques à la PCS pour des scores exacts, ou des comment ça s'appelle des matchs truqués qui n'existent même pas. Pour ça, les gars, réfléchissez vraiment, posez-vous et regardez vraiment qui dit vrai, renseignez-vous, qui dit des vérités. Du coup, moi, j'ai une petite question pour toi, LK. Est-ce que si tu pourrais parler à ton toi d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, respecte les pourcentages de la méthode, vois long terme. Parce que je voyais toujours long terme, mais c'est vrai que tu as tendance à vouloir t'enflammer des fois. Ouais. Tu as tendance à vouloir t'enflammer quand tu es en grosse série de victoires, mettre un peu plus, etc. Faut savoir qu'il y aura forcément un moment où il y aura de l'incohérence, où il y aura des faits de match qui vont t'impacter, peu importe ta série de victoires. Si tu peux rajouter tous les mois dans ta bankroll pour faire une sorte d'investissement long terme, comme ça, forcément, plus ta bankroll est grosse, plus tu peux te permettre de minimiser les risques, de mettre les vrais pourcentages. Voilà, je dirais juste de suivre le processus et vraiment de ne pas avoir d'attache psychologique et émotionnelle, même si c'est très dur, à un pari qui est raté ou à un pari qui est gagnant. Parce que je pense que c'est le cerveau et l'émotionnel qui fait perdre toute la bankroll à quasiment 97% des gens. Je lui dirais, le mental et la gestion de la bankroll, c'est 90%, l'analyse c'est 10%, et va tout droit et ne fais pas de faux pas à vouloir faire des all-in, à vouloir mettre trop. Voilà, c'est ce que je lui dirais clairement. Donc maintenant qu'on s'est présenté et qu'on en sait un peu plus sur nous, notre parcours et pourquoi on en est là, selon toi, dans ce milieu, pourquoi 99% des gens ne voient pas cette vision long terme et ces gens-là veulent tout avoir tout de suite? Après, je pense que c'est la situation actuelle du monde. Genre, tu vois sur les réseaux des personnes qui sont extrêmement riches et qui te, entre guillemets, vendent le fait de devenir riche rapidement. C'est ça. Donc les gens un peu niaises, on va dire, tu vois ça sur les réseaux, tu te dis, bah attends, moi je vais faire pareil. Le problème, c'est que les vrais riches de ce monde, soit ils se montrent pas sur les réseaux, soit ils vont vraiment t'apprendre que la richesse, comme tu as dit, c'est sur des années. Voilà, ça s'acquiert pas en un an. C'est impossible. C'est sur des années. Il y a des multimillionnaires, ça fait 20, 30 ans. D'ailleurs, c'est les réseaux sociaux qui montrent ça, des millionnaires de 20 ans, de 18 ans. Mais sachez que déjà sur les réseaux sociaux, 99% sont des menteurs. Ils sont payés par des brokers, on leur donne tout à prêter, etc. Déjà d'une. Et en plus de ça, il y a des multimillionnaires qui deviennent multimillionnaires à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et que c'est déjà un exploit d'être vraiment fortuné à 30 ans, 35 ans, quoi. Donc, c'est ça, en fait, les gens, je pense, se comparent trop avec les autres. Ils voient qu'eux, ils ont 20 ans, qu'ils sont encore en études, et il y a un mec à 20 ans qui roule en Lambo à Dubaï. Il dit, attends, lui, il a mon âge, il est à Dubaï, donc je vais faire comme lui. Sauf que, bon, on sait très bien, cette personne-là, ce qu'elle vend ne reflète pas la réalité. Et malheureusement, les gens, ils se font avoir là-dessus, quoi. Après, ça existe. Il y aura toujours l'exception à la règle du mec qui réussit réellement à 20, 25 ans. Mais c'est 0,000. Alors, c'est super bien d'être motivé, de vouloir y arriver, parce que finalement, tu vas arriver à un but peut-être moindre, mais tu vas arriver à un sacré but quand même. Mais c'est vrai qu'en fait, les gens, ils comprennent pas que c'est le long terme qui va changer leur quotidien, que ce soit dans les paris sportifs ou dans le business. Dans tout. C'est comme ceux qui vont à la salle, les gars, ils veulent un corps de fou en 6 mois. Les gars, tu vois,
Tu vois, à part si tu prends des produits ou voilà. C'est ça. Mais si tu veux des résultats, les gars, c'est sur le long terme. Voilà. Ça marche dans tous les aspects de la vie. Faut arrêter de croire qu'en 6 mois, vous allez réussir vos objectifs. Les gars, soyez patients. C'est quasiment impossible, mais il faut quand même se dire dans sa tête que c'est possible pour avoir la motivation d'avancer. Ouais. Non, c'est sûr. Mais croyez-moi, les gars, alors oui, ça peut prendre du temps, mais des fois, 1 an, 2 ans, 3 ans de travail acharné, tu peux changer ta vie réellement. Forcément, si vous y travaillez jour et nuit pendant 365 jours, c'est impossible qu'il n'y ait pas de résultat. Il y aura forcément des conséquences positives du travail que vous effectuez. Même comme tu as dit, même si tu ne touches pas le Saint Graal, tu auras quand même fait un gros parcours et ça sera que du plus pour l'avenir. C'est comme c'est Bob Smoke qui disait ça dans ses musiques. C'est vise la lune, au pire des cas, tu iras dans les étoiles. Ça veut dire que tu seras en dessous, mais déjà, tu seras vraiment dans un seuil intéressant. Ok, du coup, toi, LK, c'est quoi ta vision sur le fait que les gens, sur les paris sportifs, ils n'arrivent pas à voir le long terme et qu'ils sont trop obsédés par le court terme, quoi, les gains directs? Ouais, pour moi, c'est un gros souci d'éducation financière. C'est que malheureusement, à l'école, en France et même ailleurs, ils nous apprennent pas comment gérer notre argent, ils nous apprennent pas comment placer notre argent, ils nous apprennent juste des choses par cœur, de culture générale finalement dans l'école. Moi, je vois ça comme ça. Et le problème, c'est que si dans ta famille, t'as pas de businessman, t'as pas d'entrepreneur, etc., c'est plus difficile pour toi de te construire tout seul en tant qu'entrepreneur, d'avoir la vision long terme, de pouvoir avoir de l'éducation financière. Alors voilà, ça s'apprend, les gars. Mais pour moi, c'est que les gens veulent tout avoir tout de suite. Et malheureusement, dans le milieu des paris sportifs, c'est la course à celui qui fera la plus grosse cote. Sauf que comme je te disais tout à l'heure, j'ai un pote à moi, il a jamais fait de football, il connaît rien au football, il a passé une cote à 500. Donc en fait, dans le cerveau des gens, dans les paris sportifs, j'ai l'impression que les gens, leur cerveau, il est monté à l'envers. Ça veut dire qu'il va se dire, ouais, mais lui, il a passé une cote à 30, lui, il a passé une cote à 500. Et eux, ils imaginent ce que ça pourrait faire. Putain, si je mets 500 dessus, si je mets 100 € dessus, je suis refait, etc. Ça passera une fois dans leur vie, voire jamais. Et les gens font la course à la grosse cote au lieu de voir le long terme et d'enchaîner les petites cotes et finalement avoir un multiplicateur qui rejoint une grosse cote, mais sur le long terme. Ouais. Parce que finalement, tu fais des records comme nous on fait, d'enchaîner, de faire du 8 sur 10, du 18 sur 20, etc. avec du vert, avec des pronostics validés. En fait, tu multiplies le 1,50 avec le 1,60, avec le 1,80, avec le 1,40 que tu as enchaîné, ça fait une cote à combien? C'est comme si, je sais pas, on monte une entreprise et le mec, tu lui dis... je monte une entreprise, le premier mois d'ouverture, je fais all-in. Ça marche pas le premier mois, j'arrête. Ouais. Mais les gars, est-ce que vous pensez vraiment qu'un mec qui va monter un business ou une entreprise, il va faire all-in sur un mois et après il va dire non, ça marche pas, j'arrête? Pourquoi vous le faites dans les paris sportifs alors? Pourquoi vous ne voyez pas le long terme finalement? Les gens voient le long terme en fait. Ils prennent ça comme un jeu au lieu de prendre ça comme un investissement long terme. Je pense que c'est des réseaux qui fait ça. Hein. Parce qu'en vrai, sur les réseaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont parler des investissements long terme, des vrais investissements, tu vois. Ils parlent du court terme tout le temps pour mettre l'appât, le tape à l'œil, etc. Et nous, on est vraiment là, je pense, toi avec ta vision long terme et moi avec ma vision long terme et la méthode, pour inculquer les gens et leur dire oui, c'est possible de réussir dans ce milieu, d'avoir des choses intéressantes. Il n'y a jamais zéro risque, ça c'est sûr, on le sait. Ouais. On n'est pas des devins, mais de par notre choix de stratégie, notre choix de cote, on arrive à des résultats hyper intéressants sur le long terme, quoi. Du coup, pour toi, R2Z, quelle est la frontière entre ta passion du football, ton travail, l'entreprise R2Z, et la réussite et la pression de faire réussir les gens qui sont dans ton groupe? Comme tu as dit, moi d'abord, de base, ma passion c'est le foot, donc je regarderai toujours le foot jusqu'à ma mort. Les paris sportifs, je pense pas que j'irai jusqu'à ma mort, mais c'est vrai que c'est compliqué de détacher les deux parce que ça va ensemble, on va pas se mentir. Quand je regarde un match de foot, t'as toujours envie de donner ce petit pronostic ou de jouer pour l'adrénaline. Les gars, je le répète encore une fois, faut pas jouer avec l'adrénaline, même si on est d'accord, quand tu paries sur un match, tu vibres plus devant le match. Oui, bien sûr. Quand il y a un but, tu sais que tu es en train de passer ton truc. Tu palpites un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est normal. Et après, pour faire la part entre... c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui donne peu de pronostics et souvent, on me le reproche. On m'envoie beaucoup de messages. Tu joues quoi ce soir? Tu joues quoi? Les gars, tout le temps. Même moi, c'est insupportable en vrai de vrai. On est d'accord. Parce qu'en fait, le fait de te dire ça, toi, inconsciemment, pour entre guillemets arrêter, tu vas donner des trucs que tu n'aurais pas mis, c'est exactement ça. Du coup qui vont peut-être moins passer que ce que tu aurais. Et ça, les gars, faut le comprendre. On a une méthode, on a une stratégie, il faut la suivre. Si on donne pas,
c'est qu'il y a une raison. C'est exactement ça. Du coup, c'est compliqué à gérer. Et le fait de recevoir beaucoup de messages, toi, ça va te forcer, entre guillemets, à poster Exactement, un truc. ouais. Ce truc ne peut ne pas passer. Et ces mêmes personnes vont te dire, t'es nul, pourquoi t'as joué ça, etc. Donc, C'est insupportable. c'est compliqué, hein. Mais bon, après, avec l'expérience, avec les années qui arrivent, qui passent, tu sais faire la part des choses. Et surtout, tu le dis et les gens, ils le comprennent. Il faut pas jouer tous les jours, que si tu ne joues pas, il y a des raisons. Et les gens qui ne comprennent pas, ben, finiront par perdre et arrêter de te suivre. Perdre, ouais. C'est simple. Pour toi, où est la frontière entre passion, travail et la pression que tu peux recevoir de tes abonnés? Alors déjà, la passion, comme j'ai toujours dit, hein, j'adore le football. Moi, personnellement, c'est un sport très populaire, mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir un retourné acrobatique, un tir de fou, etc. Ça apporte quelque chose de convivial, le foot, finalement. C'est pour ça que c'est le sport numéro 1 mondial. Donc déjà, je dirais pas que c'est ma passion première, bizarrement, parce que c'est mon travail. Mais par exemple, je suis plus passionné par les sports de combat depuis tout petit, etc., pratiquant. Donc ça, du côté passion, de toute façon, je suis obligé. Tous les jours, ça me suit. Après, du côté travail, bah voilà, hein, on essaye, comme ici, voilà, de faire des podcasts, d'être novateur sur les vidéos. Là, il y a ma publicité qui va sortir incessamment sous peu. On essaye de se démarquer des autres de par la qualité déjà de nos pronostics et aussi par la qualité du contenu qui va arriver. Parce que c'est un milieu, comme tu as pu le constater, où la qualité n'est vraiment pas là. Il y a des mecs qui ont percé, pas forcément par leurs résultats, mais par de la visibilité, mais de la visibilité d'image, etc. Il n'y avait pas de trucs structurés. Donc déjà, niveau travail, passion, on essaye de se démarquer des autres et de rester concentré. Après, pour la pression de faire gagner les gens, elle est assez forte. Parce que quand pendant des mois, tu as des gros résultats et que d'un coup, il y a un mois où tu passes à côté, bah, tu as les gens qui te le reprochent parce que c'est un métier très ingrat, en fait. Tu vas être le meilleur du monde pendant 6 mois, tu vas avoir des résultats records. Ça va être, je vais pas dire l'expression ici, les gars, mais du léchage de bottes, pour pas dire autre chose. Et un mois de moins bien, c'est ouais, ton analyse là, elle était pas correcte. J'aurais mis ça. Mais les gens oui, oublient vite. Hein. T'aurais mis ça, mais du coup, pourquoi tu t'as pas validé ton ticket alors? Tu vois, pourquoi tu le dis après le match? Tu vois, ça, c'est facile de parler après. Les gens oublient très vite, c'est un milieu très ingrat. Je pense ça comme une compétition. J'ai toujours pris dans ma vie tout comme une compétition. Je suis un compétiteur, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Et du coup, voilà, tous les jours, je me dis, faut que je fasse gagner mon équipe, la LK Team, faut que mon analyse soit cohérente. Il y a énormément de pression et c'est pour ça qu'il y a pas mal de pronostiqueurs qui abandonnent, que ce soit sur TikTok, Insta, etc. Parce que bah, dès la fois où ils ont fait un mauvais mois, ils vont pas surmonter ce moment pas les épaules pour, où ils vont recevoir des insultes, où t'es claqué. Moi, vraiment, ce milieu est très ingrat. Heureusement qu'il y a des gens qui nous suivent depuis des années et qui ont compris notre méthode et qui nous suivent corps et âme. Mais tu seras toujours le numéro 1 mondial de quelqu'un dans ce milieu et tu seras toujours la grosse merde de l'autre. Le mois où tu seras moins bien et que le mec aura pris ton abonnement, le mois où tu seras moins bien, il dira aux autres que t'es une merde. Ok, donc selon toi, R2Z, est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, on peut vivre réellement des paris sportifs? Ouais, ça c'est la question numéro 1, dès qu'on vient de te parler. Moi j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc là je vais essayer de la résumer en moins de temps, on va dire. Pour moi, oui et non. En fait, tout dépend de ta bankroll, tout dépend de où tu habites. Si tu habites dans une ville où la vie est chère, si tu habites en Thaïlande, dans des pays où la vie est moins chère. Tout dépend de la bankroll aussi. Tu peux pas faire du x2, x3 par mois, les gars. C'est impossible sur le long terme. Si tu vises 20%, entre 5 et 10% par mois avec ta bankroll, c'est 100K, tu fais le calcul, oui, ça va être possible d'être rentable. Après, il y a toujours des risques. Tout dépend de ton capital de départ. C'est vrai que ça reste compliqué pour une personne qui n'a pas un gros capital. En fait, il faut se poser les bonnes questions. Oui, c'est possible de vivre des paris sportifs, mais tout dépend de ta situation actuelle. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu vis dans une ville où la vie est chère? Est-ce que tu vis en Thaïlande où avec 1 000 €, je pense que tu peux te débrouiller? Bien sûr. Donc en fait, tu peux vivre des paris sportifs, oui, et en même temps, non. Tout dépend de ton cadre de vie, tout dépend de la personne que tu es, mais sur l'aspect, en tout cas, global, pour moi, oui, c'est possible de vivre des paris sportifs. Après, sur le long terme, est-ce que tu peux faire ça 2-3 ans? Est-ce que tu fais ça 10-15 ans? Ça, c'est des choses différentes. Après, il y en a qui arrivent à le faire, hein. Mais voilà, comme on a dit, c'est l'exception. C'est les gens les plus disciplinés pour moi. C'est ça. Et ça représente, les gars, une partie... Même pas. Bah, de toute façon, c'est les calculs, ils disent qu'il n'y a que 3 ou 4% des gens qui sont rentables long terme.
Et après, Et ouais, long encore. terme, c'est quoi la question? C'est Ouais, ça veut dire quoi? 3-4 ans ou 15-20 ans? Ouais. Parce qu'il y a vraiment des mecs qui vivent des paris sportifs depuis qu'ils ont 20 ans et là, ils en ont 55, tu vois. Mm. Ça, la question. Alors oui, vivre des paris sportifs sur 2-3 ans, sur une période, c'est possible. Sur 10-15 ans, tout dépend, les gars, de la bankroll et de là où vous Bien vivez, sûr. tout simplement. Du coup, LK, toi, ton point de vue, à l'heure actuelle, est-ce que tu penses que c'est possible réellement de vivre uniquement grâce aux paris sportifs? Alors moi, je dirais oui, mais à certaines conditions. Uniquement de ça, pour moi, je conseille toujours aux gens, même si le mec il fait 3, 4, 5K, 6K avec les paris sportifs, garde ton travail à côté, mec. On sait jamais, il y a un mauvais mois, tu peux tilter. Le mec, il peut pas vivre que de ça, à moins d'avoir une bankroll, je sais pas, à 500 000, et là, tu mets 1% ou 0,5% de bankroll, et là, t'es tranquille, tu vois, finalement. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, oui, tu peux en vivre si tu as une bankroll conséquente. Hein, je pense que moi, j'ai calculé pour peut-être sortir du 1000 à 2000. Si tu as une bankroll entre 5 et 10K, c'est possible. Après, entre 15K et 20K, tu peux sortir plus. Après, 30, 40K, tu peux sortir plus. Tout dépend déjà de ta bankroll, premièrement. Tout dépend de ta stratégie. Forcément, si tu fais n'importe quoi, long terme, tu n'auras aucune chance finalement. De ton pourcentage de mise sur chaque pari, de toute façon. Donc, il y a plusieurs facteurs. Moi, je pense que oui. Long terme, c'est largement possible. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez, parce que si vous voyez long terme, le mec qui commence à 100 balles et qui met des 2, 3, 5 balles et que le mois prochain, il se dit, en plus des bénéfices, je vais rajouter 100 balles et le mois d'après, je rajouterai 100 balles et il fait ça tous les mois petit à petit. Dans 3, 4, 5 ans, peut-être que voilà, il va réussir à sortir un salaire à côté de son travail avec ça. Moi, je conseillerais jamais aux gens de se dire, j'arrête tout, je veux vivre des paris sportifs. Fais ça à côté de ton travail. Moi, quand j'ai commencé, et sûrement toi au tout départ peut-être, on avait un travail à côté et on s'est dit, on s'est trouvé cette passion, on a vu qu'on était fort là-dedans et on a fait ça à côté jusqu'à ouvrir notre entreprise, jusqu'à aider les gens maintenant à faire ça. Comme tu dis, en fait, il y a des mois où tu peux, c'est sûr, sur 12 mois, il y a toujours des surprises. Et donc, le fait de garder son travail ou de garder une activité, une rentrée d'argent sûre, le mois où tu perds, entre guillemets, avec les paris sportifs, ton activité te permet d'avoir quand même une rentrée d'argent et sûr, on va dire. Donc, pour moi, c'est ton métier à partir du moment où tu peux en vivre réellement, à partir du moment où tu sais que tu peux tenir que sur ça, etc. Pour moi, voilà, c'est un investissement long terme à côté de ce que tu fais. Nous, on a la chance de vivre de ça parce qu'on a monté notre entreprise dedans et qu'on aide les gens et qu'on accompagne les gens sur le long terme à minimiser les risques, etc. Si je peux donner un conseil, oui, vous pouvez sortir peut-être des salaires, des 1K, 3K, 10K, peu importe, selon votre bankroll. Non, lâchez pas tout ce que vous avez à côté pour vivre de ça. Vous allez avoir des mois noirs comme tout le monde. On a beau être les meilleurs. Il y a des mois où il y a des incohérences. Gardez ça comme un investissement et comme un plaisir à côté. Et si vous respectez vos mises, vous aurez moins l'impression, tu sais, le cœur qui bat à fond quand ça passe pas, ou la pression quand il y a un partout à la 80e. Tu auras moins cette pression si tu mets ton petit pourcentage de bankroll sur ta cohérence. Ça passe pas, on verra demain. Et ça passe, tant mieux, on continue demain. Donc voilà, faites ça à côté de votre travail, les gars. Même si ça peut vous rapporter beaucoup avec votre bankroll par la suite, jamais rien lâcher pour ça, bien évidemment. Toi, LK, du coup, vu que tu es beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur TikTok, en live, etc., moi, c'est un peu moins le cas. Comment tu gères tout l'aspect hater, un peu clash, tout Écoute, en ce moment, j'ai tout le monde sur mes côtes. Mes comptes TikTok qui sautent, etc. Mais c'est pour moi la rançon de la gloire, en fait. Si t'as pas de haters pour moi, ou si t'as pas de jaloux, c'est qu'il y a un souci, c'est que les gens s'intéressent pas forcément à toi. Tu vois. Pour moi, là, par exemple, moi, je suis arrivé sur les réseaux sociaux, j'ai dit des vérités. J'ai dit, lui, c'est un scammer. J'ai dit, lui, il est pas rentable. J'ai montré des preuves, des screens. Et ça dérange parce qu'on me supprime mes comptes, on me supprime mes lives. Mais moi, ça me donne encore plus envie de continuer. Ça me dit, en gros, de me faire taire, moi, les gens, ils veulent me faire taire. Je me dis, je dois continuer dans ce que je fais. Parce que si ça dérange, c'est que je dis des vérités. C'est sûr. Si tu dis de la merde, si tu dis rien de vrai, les gens ils se disent on va laisser dire rien de vrai. On me supprime mes vidéos où je fais des perfects, les gars, sur les pronostics, et on me laisse celles où je fais des erreurs. Ça veut dire quoi, à votre avis? C'est que, voilà, je pense que si j'étais pas intéressant, si j'avais pas un minimum de charisme ou de succès dans les paris sportifs, on me laisserait faire mes vidéos, on me laisserait faire mes lives, et on m'enverrait pas
voilà, Des bots. des bots, des signalements massifs pour pour m'éteindre, tu vois. Ok. Donc voilà. Bon, l'équipe, c'est le petit moment prévention de la vidéo. Là, on va vous parler quand même des choses à éviter complètement, des pseudo-pronostiqueurs qui vous scamment, les choses à éviter clairement sur les réseaux parce qu'on voit des trucs aberrants et les gens tombent dedans malheureusement parce qu'ils sont en quête d'argent rapide et ils se font totalement piéger, quoi. Donc on va parler de ça un petit peu. Déjà les gars, bon, on remet les bases, hein, les paris sportifs les gars, c'est un jeu d'argent donc c'est interdit aux mineurs. Faut faire ça avec prudence et en gérant ses mises avant tout les gars. C'est bateau de dire ça mais on joue de l'argent qu'on peut se permettre de perdre, ok, à côté. Là où je voudrais revenir, moi, parce que ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux des paris sportifs et donc j'en ai vu passer, les gars, des escroqueries. Là, à l'heure actuelle, on est avec l'IA, les gars. Déjà, à l'époque, c'était Photoshop, ça truquait les tickets du bar tabac. Ah ouais. Maintenant, avec l'IA, les gars, on peut faire des dingueries. Donc, arrêtez de croire, en fait, tout ce que vous voyez sur les réseaux. Comme il a dit, ça scam dans tous les sens. 99% des pronostiqueurs sur les réseaux, c'est du scam. Déjà, pour vous mettre en barre directement, si ça montre pas son visage, je dirais pas que c'est obligatoirement un escroc, mais déjà c'est louche. Il a des choses à se reprocher. Tu connais pas son identité, c'est pareil. Si ça montre uniquement des billets, des liasses et rien de concret, méfiez-vous parce que voilà, c'est sûrement trop beau pour être vrai. Si ça montre pas son bilan. Après, je vais pas dire Dubaï parce que Dubaï, il y a des personnes qui font ça de façon honnête, mais il y a beaucoup de personnes qui font ça de façon malhonnête aussi. Voilà, donc renseignez-vous d'abord sur la personne. Exactement. Suivez-le d'abord concrètement, voir ses bilans. Les avis, ça veut rien dire. Les avis, ça veut rien dire. Même Trustpilot, les gars, les mecs, ils payent leurs abonnés, ils leur disent mettez un avis positif et je vous offre un pronostic. Donc, les avis, les gars, ça veut rien dire. Même les avis vidéo, tu peux acheter ça sur Internet. Tu peux payer un influenceur qui dit t'es le top du top, tu lui as donné 3000 balles. Donc voilà. Tu payes tes abonnés, tu leur dis faites-moi une vidéo FaceTime. On encaisse avec ce. Donc les avis, les gars, ça veut strictement rien dire. C'est vrai que c'est dur de nos jours de différencier un peu une personne professionnelle et une personne qui fait ça uniquement pour l'argent. C'est compliqué en vrai. Il y a des détails qui trompent pas. Comme je te dis, l'analytics montrait tout, victoire comme défaite. T'as vu, nous on assume aussi nos défaites. S'il y a un mois qui est moins bien, quasiment personne fait ça. Moi, j'ai fait une vidéo pour dire qu'en novembre, c'était moins bien, par exemple. Tu vois. Et je leur ai dit, les gars, c'est normal. Il y a des gens, ils vont vous montrer que le bien, ou ils vont mettre des vidéos que quand ça gagne. En novembre, tout le monde était moins bien. Novembre, impossible gros mois, qu'un tipster qui gagne en novembre. Voilà. 1 sur 10 peut-être. Mais il y a eu trop d'incohérences. Trop de surprises. Les scores exacts, on n'en a pas parlé vite fait, mais les scores exacts et les matchs truqués. Ça, les gars, les scores exacts, parce que moi, je connais un peu comment ça se passe depuis le temps. En fait, quand ils disent on voit un score exact, s'il passe pas, vous êtes remboursé. Les gars, en fait, ce qu'ils font, c'est simple. Ils envoient 10 scores exacts. Exactement. Donc, il y en a un qui passe. Il dit, mais attends, je t'avais passé un score exact, donc je te rembourse pas. Voilà comment ça marche. Et après, du coup, sur les 10, il y en a un qui passe. Il poste sur ses réseaux. Voilà. Les gars, on encaisse alors qu'il a joué 9 scores exacts. Exactement. Et il en a envoyé un. Voilà. Le mec, il est tout content. Il dit, putain, ça marche les scores exacts. Sauf que le deuxième qui va recevoir, il passera pas, il sera bloqué et il s'est fait scam sa PCS. Donc, score exact, les gars, c'est à bannir. Même si vous voyez, les gars, je vous dis, même si vous voyez des faux tickets d'abonnés, tout est truqué. Les gars, on est en 2025. Soyez pas naïfs, vraiment, vraiment. Aujourd'hui, on peut tout faire avec l'IA. Donc voilà, soyez un peu. Score exact, match truqué, comme je disais tout à l'heure. Frérot, tu crois que c'est le mec qui a 50 abonnés sur Insta qui va avoir des informations sur des matchs truqués dans des pays, alors qu'il y a même des chefs d'État qui sont même pas au courant que le match est truqué? Les gars, réfléchissez sérieux, vraiment. Donc voilà, c'était le petit point prévention. Fallait le faire. Faut le faire. Parce qu'en fait, les générations arrivent. Un mec qui a 20 ans aujourd'hui, dans 5 ans, il aura 25 ans, donc il aura compris. Par contre, ceux qui avaient 15 ans avant, ils auront 20 ans. Et eux, ils vont arriver dans le milieu et ils n'auront pas le recul nécessaire. Donc, il faut toujours faire la prévention, les gars, année après année. Donc, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Du coup, on va parler de 2 communautés dans les paris sportifs, même si pour moi, j'ai mon avis sur la meilleure. Pour toi, alors, est-ce que tu es plus team pré-match ou team live? Ouais, je préconise plutôt le live, sachant que là, depuis 1 ou 2 mois, je m'intéresse vraiment au trading paris sportif. Je suis pas encore assez calé sur le sujet, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais moi aussi, je me renseigne sur ça. Pour tout ce qui est live, le trading paris sportif, c'est un gros plus. En fait, ça minimise vraiment les pertes. Mais pour revenir à la question, si tu joues par exemple, si tu comptes jouer l'équipe à domicile et que tu attends le live, mais que l'équipe à domicile marque au bout de 6 minutes, ton live est mort, tu vois. Donc, quand je suis vraiment serein sur un ticket, je préconise plutôt le pré-match. Par contre, quand je suis entre deux, par exemple, les 2 équipes qui marquent, je me dirais plutôt attendre le live, t'attends la 30e, tu vois comment ça se passe. Et en fonction de comment ça se passe sur le match, tu peux soit jouer les 2 équipes qui marquent, soit même
passer sur 1,5 but pour la jouer plus safe, ou le 2,5 buts si tu veux faire grossir la cote. Tout dépend de la confiance que j'ai en pré-match au niveau de l'analyse sur le match. Soit jouer avant, soit jouer pendant. Mais je préconise quand même de jouer pendant. Ça reste pour moi plus serein, quoi. Du coup, toi, ta vision sur le pré-match live, c'est quoi tes préférences? C'est ce que tu préconises pour la communauté? Alors clairement, moi je dirais, ça fait 8 ans que je fais du pré-match, mais ça fait à peu près 2 ans que je me pose sur le live. Et clairement, j'ai encore un plus gros taux de réussite en live qu'en pré-match. Là, ça peut paraître choquant, mais depuis le 5 août, j'ai à peu près 90% de réussite en live et à peu près 80-78% en pré-match. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Moi, je préconise quand même le live. Le pré-match, on peut analyser des heures sur le pré-match, on peut en parler, les mecs, les discussions de bar tabac, oui, il va se passer ça, il va se passer ça. Malheureusement, tu regardes le match, il se passe tout le contraire. Tu subis ce qui est en train de se passer, alors que le live, tu vas réagir offensivement à ce qui est en train de se passer réellement et les statistiques réelles de ce match. Ça veut dire qu'en gros, par exemple, je prends l'exemple d'il y a 2 jours, là, United qui se déplace à Wolverhampton. United, ils poussent, mais d'une manière... Wolverhampton, ils font rien du tout. Tu vois les statistiques, tu dis franchement, si je mets United win, il y a un énorme pourcentage que ça passe. Et si ça passe pas, au moins il y avait les statistiques, on va pas regretter. Alors que si tu mets un pré-match et qu'il se passe tout le contraire, tu vas regretter de ouf. Tu vas dire putain, pourquoi j'ai mis ça? Et tu vas subir le match et tu vas espérer que ça revienne dans ton sens, etc. Et voilà, le pré-match pour moi, c'est cool parce que je fais des sécurisations. Ouais. Par exemple, le ou nul, je peux le mettre en pré-match. Le 0,5 but d'une équipe, je peux le mettre en pré-match. Les victoires, maintenant, avant je le mettais en pré-match, maintenant j'évite. Et aussi, j'en parlais à certains et je l'inculque aussi dans la LK Team, j'ai ma méthode carton rouge. Et ça, c'est énorme. Alors, je ne sais pas si tu regardes des fois les cartons rouges. Il faut savoir, j'ai calculé à peu près, depuis 2 ans, quand une équipe qui joue quand même au football, il ne faut pas prendre l'Amérique du Sud, etc. Quand il y a une équipe du haut de tableau et il y a rouge en face, honnêtement, à 90%, l'équipe, elle gagne. Quand il y a du 0-0, du 1-1 qui a rouge en face et qu'il reste 20 à 30 minutes et que ça joue un minimum au football, l'équipe, elle gagne. Et tu peux avoir des cotes hyper intéressantes. Ça va du 2,50 à du 1,70, du 1,50. Et ça pousse, ça fait 20 tirs, 30 tirs. Clairement, donc ça, tu peux pas l'avoir en pré-match. Là, je prends l'exemple dans la LK Team. J'ai donné le Torino contre Milan AC, là, il y a 2 jours. Milan AC remonte à 2-2 et Milan AC en feu total en seconde période. Tu sécurises. J'ai donné le 4,5 but. Il restait 20 minutes. 5 minutes après, Milan AC, il marque. Voilà, en 5 minutes, tu as fait 700 balles et tu rentres à la maison. Je suis partagé, full sécurité pré-match et intuition live quand même, tu vois réellement ce qui se passe. Alors du coup, qu'est-ce qui définit pour toi un pari à prendre, une opportunité à prendre et un pari à ne surtout pas jouer, à ne pas prendre? Déjà, moi, je me limite aux 5 grands championnats. On n'a pas trop la vision là-dessus. Après, j'en parlerai. Moi, je limite aux 5 grands championnats. Je me limite aussi qu'au foot. Je ne comprends pas les personnes qui arrivent à faire plusieurs sports. C'est déjà archi compliqué de analyser, de passer du temps sur un seul sport. Alors, les mecs qui disent on est multisport, je sais pas quoi. Le taux de réussite ne doit pas être ouf. S'ils sont honnêtes. Ça promet. Donc, moi, je me focus que sur les 5 grands championnats. Bon, la LDC et l'Europa, là, tout est compétition européenne. Surtout Première Ligue, déjà. Première Ligue, parce que c'est là où les cotes, je trouve, sont le mieux à prendre. Et c'est la ligue que je suis le plus aussi, que je regarde le plus. Quand est-ce que je me positionne du coup sur un pari? Quand l'équipe, je la regarde au quotidien. Donc, c'est vrai que les équipes un peu milieu de tableau ou bas de classement, je regarde rarement leurs matchs. C'est logique. Voilà, je me focus quand même sur les grosses écuries européennes. Après, moi, un peu comme toi, j'ai un pari cheap. Hein. Voilà, c'est les 2 équipes qui marquent, même si je le joue beaucoup moins maintenant. Parce qu'en fait, c'est du 50-50. Tu te dis, déjà, de 1, ce que j'aime bien, c'est que ça peut être validé en 10 minutes. Et tu peux y croire jusqu'à la fin aussi, tu vois. Tandis que si tu mets moins de 3,5 et qu'il y a 4-0 c'est mort. en 30 minutes, c'est fini. Les 2 équipes qui marquent, même si c'est 0-0 à la 80e, il suffit qu'il y ait un but, tu peux y croire. Et inversement, ça peut être validé au bout de 10 minutes. Donc déjà, ça, j'aime bien le fonctionnement du pari. Et c'est du 50-50. Donc, sur papier, tu as 50% de chance de réussir de base. Après, quand tu analyses un peu plus, tu peux vite monter. Donc, moi, je me focus sur ce style de pari. Et j'aime bien aussi le nombre de buts. Je trouve que le plus de 0,5, moins de 5,5 en combiné, tu prends du 1,30. Les 2 en combiné, ça te fait vite monter à 1,30.
Tu fais ça avec un double chance. Et après, pour la partie paris à éviter, ben moi, je dirais déjà les ligues que je ne rate pas, les championnats que je ne rate pas. Ouais, il faut connaître. Les équipes que je ne rate pas. En Europa, par exemple, tout ce qui est Pays-Bas ou Écosse, etc., je ne rate pas les équipes, donc je ne vais pas me positionner là-dessus. Pareil pour tout ce qui est coupe. J'évite la coupe en vrai. Parce que souvent, ça fait tourner. Non, c'est que des grosses douilles et la plupart, maintenant, ils n'en ont rien à faire de la coupe. Ça fait beaucoup tourner, ça fait beaucoup jouer les jeunes. Des N3 tapent des L2, des L1. Donc, la coupe, j'évite au maximum. En vrai, grosse compétition européenne et tout ce que j'évite, c'est petit championnat, petites écuries, des équipes que j'analyse pas assez. Quoi, tout simplement, les gars, on le dira jamais assez. Pour analyser une équipe, c'est bien beau de regarder les statistiques. Mais regarder un match, ça fait 80% du travail. Enfin, regardez pas un seul match, les gars, je dis bien. Regardez une équipe sur l'année, toute la saison, c'est mieux que taper flashscore tête à tête et vous basez là-dessus, tout simplement. Tu vois l'identité de l'équipe, en fait, quand tu la vois jouer et tu sais que tu peux avoir confiance en leur football, en fait, finalement, sur le long terme. Le fonctionnement, tu vois si ça joue offensif. Parce que les statistiques, c'est bien beau, mais tu sais, des fois, ils te mettent 7 tirs. Le mec, il tire en touche. Ouais, ça compte. Il y a tir et tir. Voilà, regardez un match, les gars, il n'y a rien de mieux pour analyser vos bêtes. Quoi. Du coup, L4, pour toi, c'est quoi ta façon pour repérer un match à jouer et justement ne pas prendre un match pour l'éviter, quoi? Bah écoute, moi, les matchs à repérer, forcément, comme tu l'as dit, top équipe. Alors, j'ai une vision un peu différente de toi parce que je fais beaucoup de championnats exotiques. Donc K-League, J-League, Super League chinoise, par exemple le championnat en Norvège, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on se rend compte, les 2-3 premières équipes de ces championnats exterminent le milieu de tableau et le bas de tableau de ces championnats. Parce que ça reste des championnats où le football est moins conséquent et moins fort que le top 5. Mais la première équipe va mettre des 7-0 au dernier, en fait. Et du coup, sur l'année, peut-être que dans les championnats exotiques, tu as une équipe qui va perdre une fois ou deux fois. Donc en fait, pour les ou nuls, les 0-5, etc., c'est hyper qualitatif. Par exemple, je prendrais l'exemple cet été, dans la LK Team, on s'est régalé avec Mjällby. Mjällby qui a fini, il me semble, premier de Suède. Ils ont perdu une seule fois en toute la saison régulière dans leur championnat. Ouais. Ils ont perdu qu'une seule fois. Et nous, on a tout le temps mis victoire ou nul, 0,5 but. C'est tout le temps passé avec cette équipe. Donc en fait, il y a des équipes à prendre vraiment. Il faut bien les sélectionner. Mais les top équipes des autres championnats ont un écart de niveau différent, monstrueux, avec les bas de tableau et les milieux de tableau. Donc déjà, moi je pense qu'on peut prendre tous les championnats à partir du moment où on a vu que l'équipe était largement au-dessus, en fait. À partir de ce moment-là, pour gagner un pari sportif, on va pas commencer à mettre du Wolverhampton cette année, par exemple, tu vois. Ouais. Donc c'est logique de prendre les top équipes, les gens qui, des fois, les gugus qui nous disent « Oui, mais tu joues que les favoris ». Bah oui, tu crois que je vais mettre Wolverhampton va taper United 3-0 ? Ça n'a aucun sens. Ah. Le but, c'est de faire de l'oseille, d'être rentable long terme. On va pas commencer à mettre des équipes hyper faibles, en fait, c'est logique. Sûr. Donc déjà, prendre des top équipes. Après, en termes de paris sportifs purs, comme je le disais, j'adore le 0,5. Il y a un but, tu rentres à la maison. Tu combines 0,5 buts et ça y est, il y a d'énormes chances que ça passe. Le ou nul, comme on le disait tout à l'heure, le ou nul, c'est magnifique parce que ça te laisse quand même une marge énorme. Il ne faut juste pas que l'équipe qui était outsider gagne le match. Ouais. Ce que j'emploie dans la LK Team également, la méthode carton rouge. Il reste une demi-heure, 20 minutes de match. Il y a 0-0 ou match nul. Et quasiment à 90%, l'équipe qui a 11 contre 10 marque au moins un but. Et gagne le match ou revient au ou nul, par exemple. Et à éviter, clairement, les buteurs. Pour moi, les buteurs, c'est un truc de noob. Je te le dis, n'importe qui peut mettre des buteurs. Tu vois, mettre Kane buteur, mettre Haaland buteur, mettre Mbappé buteur, n'importe qui peut le faire. Et souvent, c'est pas rentable long terme parce que ça va être sur une petite période où le joueur va performer. Il performe jamais sur 12 mois, le joueur. Donc en fait, sur une période de court terme, tu vas pouvoir peut-être gagner avec des buteurs. Mais sur le long terme, si tu le mets, tu vas être perdant. Et en plus de ça, les cotes sont en train de flancher total sur les buteurs parce que tout le monde se jette dessus. Donc en plus, c'est même pas rentable long terme. Alors du coup, est-ce que ta méthode d'analyse des paris sportifs long terme a évolué avec le temps au fil des années ? Alors, la méthode d'analyse, oui, parce que je passe plus de temps à regarder les matchs, à me documenter. Enfin, moi, de toute manière, je suis un fan de foot. Donc, en fait, c'est pas une tâche, en fait, si tu veux, de suivre les équipes extra, parce que je le fais quotidiennement, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est pas c'est pas contraignant. Ce qui a évolué, surtout, c'est ma manière de gérer ma bankroll et de conseiller les gens à faire de même, dans le sens où
C'est vrai qu'avant, j'allais peut-être conseiller de jouer un peu plus, tu vois, autour de 5, peut-être 5% par Ouais. pari. Et j'ai beaucoup diminué. Je suis aux alentours de 0,5 à 3,5%. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Tu vois, pour perdurer. Parce qu'en vrai, 5%, tu fais 3 erreurs, t'as moins 15%. Ah bah, plus tu minimises les risques de mise, c'est ça. et plus Tu minimises tes t'es risques. rentable long terme ou t'es susceptible d'être rentable long terme. Donc, ouais, c'est sûr. Donc, après, bon, je sais que ça peut ne pas faire plaisir quand on dit de mettre 0,5% et ta bankroll, ça fait quoi? Ça fait 100 balles, 200 balles. C'est compliqué de jouer des 1,50 €. Donc là, c'est sûr, c'est compliqué là-dessus. Là où j'ai avancé surtout, c'est sur ma gestion de bankroll, comme je te disais, c'est sur le placement. Déjà, chaque début d'année, je conseille les pronostics long terme pour fructifier, en fait, une partie de la bankroll avec un gros taux de réussite. Je sais que c'est jamais sûr à 100%, mais pour moi, le fait de jouer de long terme, ça t'évite de te faire avoir le week-end. Par exemple, le Bayern, tu les prends. Je prends l'exemple du Bayern parce que c'est ce qui m'a choqué début de saison à 1,35. Ils peuvent faire des erreurs en championnat, tu vois. Perdre une fois à Stuttgart, etc. Mais sur le long terme, tu sais que le Bayern, ça a 90% de chance de gagner la Bundes. Ouais, d'être champion. Et de toute façon, tu l'as vu sur les 12 dernières années. Je crois que c'est 11 titres pour une perte face à Leverkusen. Tu vois, donc tu prends le Bayern chaque année à 1,30, 1,35. Sur 10 ans, tu fais 30% par an, sauf une fois où tu perds ta mise. Mais tu es rentabilisé sur les 10 années, tu vois. Je te dis pas que là, sur les 10 prochaines années, ils vont gagner les 10 qui arrivent. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, c'est un truc à prendre. Donc, moi, je conseille, c'est de mettre du long terme, de placer une partie de sa bankroll. Tu peux placer, franchement, sur du long terme, tu analyses bien, tu peux placer du 15 à 20%. Et après, tu gardes tes 80% de ta bankroll pour jouer sur la saison. Et tes 20% te rapporteront peut-être 10% à la fin d'année. Donc, tu auras fait déjà plus 10% grâce à ton truc long terme. Beaucoup donc, plus qu'un livret A ou que autre chose. Et bon, t'as un risque, hein. Ouais. Et rien à... Dans la vie, il y a toujours un petit risque. Ah bah pour faire de l'argent, il n'y a aucun système où il y a zéro risque. C'est ça. C'est impossible qu'il n'y ait pas de risque. Mais ça te rapporte 1%. Ouais, un livret A, quoi. Voilà. Donc après, voilà, c'est sûr, à vous de voir la vision que vous avez là-dessus. Mais en minimisant les risques, tu peux faire des bons rendements par an. Mais il y a toujours un risque. Donc voilà, ma vision, elle a un petit peu changé sur l'investissement de ma bankroll sur les années à venir. Par contre, là où j'ai pas trop changé, c'est sur la façon d'analyser. Hein. Regarder les matchs. Pour moi, c'est vraiment la clé. Ça doit rester. L'analyse de match, regarder les matchs, c'est la clé principale. Ceux qui analysent les matchs en regardant juste des tableaux ou des statistiques, les gars, vous allez voir que sur le long terme, ça ne paiera pas. Ouais, pas possible. Et du coup, est-ce que toi, l'instinct, ça a une grande part dans ta partie analyse ou pari bête, quoi? Alors, l'instinct, pour moi, ça a une énorme partie. C'est une énorme partie, l'instinct, pour moi, dans ma méthode d'analyse. Alors, pas forcément en pré-match. En pré-match, ça va être de l'analyse pure, la forme du moment. Moi, je regarde la forme actuelle. Si tu vois que tu es en 5 victoires de suite, que l'autre, ils sont en full défaite, comme Nice avec Braga hier, bon, je regarde la forme actuelle. Braga ou nul. Il n'y a pas trop de décisions. Enfin, il n'y a pas trop d'arguments contre. Mais l'instinct, c'est énorme parce que pour moi, en live, c'est purement de l'instinct. Tu vois l'équipe pousser, tu as l'adrénaline qui monte et tu te dis, c'est sûr, ça va marquer. L'instinct, pour moi, c'est une montée d'adrénaline qui va me dire, mets ça en live. Okay. Et à plus de 90%, j'ai bon. Et pareil, je peux avoir le mauvais pressentiment où je me dis en pré-match, j'ai posé un truc et je dis, putain, cette équipe-là, elle va me couiller. Cette équipe-là, elle va mettre une douille. C'est genre l'équipe qui est favori, qui gagne 1-0, mais 1-0, c'est pas assez, tu vois. Et du coup, t'es pas à l'abri qu'il y ait une occasion et bam, 1-1. Et la plupart du temps, quand je ressens ça, je me fais douiller. En fait, je ressens, et c'est pas que mon instinct, je suis pas un devin ou quoi que ce soit. C'est juste, tu vois le match, en fait. Et tu te dis, voilà, il y a 1-0, mais à tout moment, il y a un compte et c'est mort. Donc, l'instinct, pour moi, c'est une grosse partie de mes résultats, mais uniquement en live. En pré-match, il y en a moins. Et du coup, toi, Elka, est-ce que ta méthode, depuis tes débuts de paris sportif, elle a changé sur le long terme, quoi? J'ai l'impression que je dis long terme, toutes mes phrases, je dis long terme. Ouais, mais non, mais après, on est là pour parler de ça. Ça va bien rentrer dans la tête des gens. Ils vont retenir un mot. Ils vont dormir long terme. Ah putain. Ouais, du coup, Elka, toi, ta vision. Enfin, non, c'est quoi la question? Est-ce que ta méthode d'analyse des matchs a changé durant les années? Est-ce que ta méthode, toi, d'analyser les matchs, elle a changé au fil des années? Alors, je dirais oui, quand même. En fait, je pense qu'on apprend tout le temps. Chaque année, même si ça fait 8 ans qu'on est dedans, etc., il y a toujours un truc que tu vas dire, peut-être que si je change ça, je vais avoir un taux de réussite encore mieux. Tu sais, on va gratter des 1%, des 2% à l'année, etc. Je pense que c'est la sécurisation des paris sportifs avec les ou nuls, les 0,5. Éviter pour moi, sauf en live, des victoires. Parce qu'en soi, on n'a pas cette pression, finalement, de dire faut que ça gagne, sinon c'est perdu. Quand on met le nombre de buts,
quand on met un ou nul, quand on met un 0,5, en fait, on se sent moins sous la pression. Et du coup, je me dis, peut-être que pour perdurer long terme, se mettre moins de pression sur la victoire d'une équipe, ça peut être mieux, finalement. Donc, c'est pour ça que j'étais un mec qui mettait beaucoup de victoires parce que j'arrivais à repérer les victoires. Je les mets toujours en live, mais en pré-match, vraiment, la sécurité. Et de plus jouer sur les 0,5 buts, sur les ou nuls, sur... j'ai repéré un truc qui est hyper intéressant dernièrement. Pourtant, ça existe depuis longtemps, mais je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment pas bête. Telle équipe gagne une mi-temps. Telle équipe gagne une mi-temps. Bah, l'autre fois, City, ils étaient quasiment sûrs de gagner à l'extérieur, de par ce que j'avais vu en pré-match. Gagne une mi-temps 1,30, tu le mettais avec un ou nul, tu avais du 1,60, terminé, bonsoir. Donc, ouais, sur le long terme, toujours trouver des petits détails qui permettent d'améliorer encore la méthode, de changer un petit peu, d'avoir une ouverture d'esprit finalement sur ce qu'il fait, parce que maintenant, sur les bookmakers hors argel, etc., tu as une multitude de choses. Tu parlais des 25 tirs. Je pense que se diversifier dans le safe fera que on peut, entre guillemets, contrer les books et être rentable long terme en se diversifiant. Alors, du coup, R2Z, comment tu gères une série de pertes pour pas exploser mentalement? Bah là, en plus, c'est bien que tu poses la question parce qu'on a passé le mois de novembre. On a passé novembre, ouais. Donc, je pense, toi comme moi, on a fait des mauvais résultats. Ouais. Pour parler chiffres rapidement, moi, les gars, j'ai perdu 15% de ma bankroll en enchaînant les mauvais résultats. En novembre, à l'heure actuelle, on est le 10 décembre, ça va beaucoup mieux. Comment je fais? En fait, déjà, premièrement, je prends du recul. Ça veut dire que même si c'est une semaine où il y a beaucoup de matchs, je fais une petite pause pour me ressourcer, on va dire, tu vois, pour penser à autre chose. Parce que si tu penses qu'à ça, tu dors, t'es fou. Tu deviens fou rapidement, tu vois. Tu deviens fou, ouais. Donc, prendre du recul. Et là où moi, j'ai fait un bon move, c'est, encore une fois, j'ai joué le long terme. J'ai joué des top 8 LDC, des top 8 Europa, qui sont très, très bien partis. Lyon, Betis. Et c'est qui en Europa que j'ai pris aussi? Lyon, Betis et Aston Villa. Donc là, à l'heure actuelle, c'est les 3 premiers. Donc voilà, top 8 LDC, pareil, j'ai pris le PSG. Donc moi, je me projette long terme et j'évite de jouer, parce qu'en fait, c'était dans une mauvaise période. Ça sert à rien de continuer à t'entêter, à continuer à jouer pendant cette période. Fais un break, vois long terme, joue des bets sur du long terme. Et après, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est pas vouloir se refaire rapidement. Ah ouais, non. Et comme j'en ai parlé moi tout à l'heure, ça c'est l'erreur que j'ai faite il y a 3-4 ans, où j'ai voulu mettre gros sur une petite cote pour reprendre ce que j'avais perdu. Malheureusement, ça fait encore plus de dégâts. Donc, comment passer une mauvaise période? Je dirais se projeter toujours, voir long terme, faire une pause, prendre du recul sur les paris sportifs. Voilà, faites une pause de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et continuez par contre à jouer peu, les gars. N'augmentez pas vos mises. Exactement, il faut faire le contraire. Il faut baisser ses mises dans les mauvaises périodes plutôt que de les augmenter. C'est ça. T'attends de passer la mauvaise période, de revenir dans une bonne période pour réaugmenter par la suite tes mises. Donc voilà, mon point de vue sur la question. Du coup, Elka, je te retourne la question, vu qu'on était en novembre et que c'était un mois difficile. Toi, c'est quoi ta vision sur le fait de ne pas exploser mentalement quand tu fais une mauvaise période, tout simplement? Bah ouais, novembre, ça a été très compliqué. Beaucoup d'incohérences sur... Ah mais tu passes devant la caméra. Alors ouais, mois de novembre, très compliqué. Énormément d'incohérences en pré-match. Voilà pourquoi je vous dis aussi de privilégier le live. Moi, c'est tout simple. Je crois en mon talent. Je sais que j'ai 80% à l'année. Je m'approche des 90% en live. Je sais que ça va remonter. Je sais que je vais refaire des très grosses séries de victoires. Donc, tout simplement, je baisse mes pourcentages. Je crois en moi et j'essaye d'être lucide le plus possible, me reposer, me ressourcer, regarder les évidences, peut-être même jouer sur des cotes qui sont moindres, mais qui sont entre guillemets, car rien n'est jamais sûr. Et voilà, c'est très important. Ça va forcément tourner. Si depuis 8 ans, tu arrives à enchaîner des victoires énormes, des 10, 15 de suite, entre 1,50 et 2, il n'y a aucune raison que ça n'arrive plus. C'est qu'on est capable, on a le talent pour le faire. Donc tout simplement, baisser ses mises et attendre que ça reparte. Et là, par exemple, début décembre, on est en train de faire carnage dans la LK Team. Voilà, c'est des périodes. Faut que ça fasse partie du game. Faut que les gens puissent comprendre qu'on n'est pas des robots. On est des top parieurs. On est dans le gratin des pronostiqueurs. On a aussi des périodes de moins bien et il faut qu'ils puissent le comprendre tout simplement. Pour toi, R2Z, quel rôle doit avoir un pronostiqueur dans la prévention des paris sportifs par rapport aux membres de son groupe en fait? Comme on a parlé déjà tout à l'heure, déjà, même si il y a sûrement des mineurs qui nous regardent, les gars,
attendez d'être majeur, ok, Ouais. pour pouvoir faire vos premiers paris. Ouais. Même si, bon, je pense qu'on sera pas. Ouais, et on pourra jamais. Voilà, mais- on pourra jamais vérifier. Au moins, on a entendu. Mm. Après, les gars, c'est surtout sur la gestion des mises. Il y en a qui flambent tellement vite leur bankroll. Il y en a Ouais, qui, non, en fait, c'est- n'arrivent même pas à se définir une bankroll, tu vois. Le plus gros souci, en fait, des gens, déjà, c'est de vouloir se comparer à ce qu'ils voient sur les réseaux. Les gars, arrêtez de croire, on va le dire encore une fois, mais que tout ce que vous voyez sur les réseaux, les gars, 90% du temps, Ouais, c'est du faux, c'est du fake. fake. Les gars, c'est du fake. Arrêtez de croire que l'autre, il roule en lambeau grâce au paris sportif, Ouais. alors qu'il a 20 piges. Arrêtez de croire toutes ces conneries. Donc, le rôle principal aussi du pronostiqueur, c'est de savoir réconforter quand il y a des mauvaises périodes. Hein. Surtout les gens, quand ils perdent, ils ont tendance à dramatiser la chose. Alors, Ouais. certes, ça fait pas plaisir de perdre, mais si tu joues en suivant les pourcentages de mise indiqués, La tu méthode. feras jamais une banqueroute. Bah oui. Ça veut dire que Même un mois de novembre, là, Oui. le mois de novembre, à la Voilà. limite, t'as fait moins 12, moins 15. C'est Mais ça. si t'as fait moins 100, c'est que t'as fait n'importe C'est quoi. ça. C'est que t'as pas C'est ça. respecté la méthode. C'est impossible. Donc, tu peux. Attends, c'est obligé, tu vas pas gagner tous les mois. Mais quand tu perds, tu perdras pas tout ton capital. Et ça, faut bien se mettre en tête. Enfin, les personnes qui suivent ce qu'on dit ne perdront jamais l'entièreté de leur capital. Et au pire du pire, si tu commences à perdre 50% et que tu sens que voilà, ça commence à aller mal pour toi, tu peux arrêter. Tu auras perdu 50% de ta bankroll, certes, mais il te restera encore 50%. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, les paris sportifs, c'est un montant que tu mets de côté. Moi, dans ma vie, en tout cas, j'ai jamais été dépensé dans le fait d'aller dans des boîtes ou quoi que ce soit. Il y en a qui claquent des 500 balles par week-end en boîte. Il y en a qui, eux, ont la vision d'investir ces 500 balles par semaine dans les paris sportifs. Et au final, tu vois, sur le long terme, c'est ce qui... Bah, après, chacun kiffe sa vie comme il veut. Tu vois, il y en a, ils vont claquer des 800 balles Ah dans oui, des... non, mais ça c'est. Après, chacun fait son kiff, chacun a son petit penchant. Faut trouver l'équilibre entre l'investissement long terme, que ce soit dans les paris, dans les business, le plaisir avec sa famille, que ce soit les vêtements ou C'est pas. ça. Voilà, En moi, fait, tant que tu es calé sur ce que tu veux faire et que tu es en place avec tes principes, on va dire, il n'y a aucun souci. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, les gars, les paris sportifs, les gars, c'est pas mal. Il faut arrêter de dramatiser les paris sportifs. Si tu sais gérer ce que tu fais et que tu investis de l'argent que tu as gagné légalement et que tu peux te permettre de perdre, et les gars, c'est un kiff. Le gros problème des paris sportifs et surtout en France, c'est que c'est catégorisé dans les jeux de hasard. Ils vont pas te dire, alors que tu peux utiliser les paris sportifs en mode investissement, comme on fait avec des petits pourcentages, une méthode, du long terme, mais je vois pas la différence, moi, entre perdre son oseille dans la bourse ou sur le Bitcoin ou etc., quand ça crache, et les paris sportifs si tu le fais intelligemment. Donc en fait, il y a certaines choses qui sont considérées comme des investissements, mais vu que ici c'est considéré comme un jeu de hasard, alors que pour moi ça n'a rien à voir avec un jeu à gratter, etc., par exemple, parce qu'il y a toute une méthodologie à voir. Le ticket à gratter, tu le grattes, t'as gagné, t'as perdu, c'est pas ça les paris sportifs. Du coup, toi, ta vision sur le rôle qu'a un pronostiqueur envers sa communauté pour tout ce qui est prévention, c'est quoi? Ouais, alors c'est hyper important, je pense, quand t'as une communauté, que tu veux la garder. Moi, dans la journée, je fais énormément de relationnel. Et il y a tous les cas. Il y a le mec qui m'envoie un message et est en train de pleurer parce qu'il a perdu des sommes de fou. Il y a le mec qui, limite, pleure de joie parce que hier, je l'ai fait gagner et il n'a pas respecté le pourcentage. Il a mis gros, il a mis 500 balles, mais ça l'a refait. C'est lui et sa chance après à ce moment-là. Mais j'ai tout en fait. Et nous, on doit gérer la charge émotionnelle de tous ceux qui sont dans notre groupe en fait. Victoire comme défaite. Alors dans la victoire, on est dans l'euphorie, on est tous ensemble, on est les meilleurs. Dans la défaite, faut leur dire suivez le processus. C'est bête à dire, hein. Mais être pronostiqueur, en tout cas quand on le fait bien comme nous, c'est être aussi assistant social, psychologue, c'est vrai. avocat, limite. C'est un métier avec plusieurs métiers à l'intérieur en fait. Les gens minimisent énormément ce qu'on fait. Il y en a, ils en ont rien à foutre, hein. Il y a des pronostiqueurs à victoire comme défaite, ouais, bah c'est comme ça, nanana, ils répondent même pas à leurs abonnés, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Mais quand tu es un minimum humain, tu dois faire du relationnel à mort et tu dois tout le temps dire oui, mais là, frérot, t'as pas respecté la bankroll. Oui, mais là, t'as mis ça, j'ai pas donné ça, moi. T'as voulu augmenter la cote et t'as perdu, etc. C'est du relationnel de fou. Et tout le temps, tous les jours, on est comme ça. Alors, c'est pesant, mais ça fait partie entièrement du processus et on est là pour vraiment voilà, les avertir et les accompagner. Je pense que c'est important. Du coup, selon toi, R2Z, qu'est-ce qui distingue le vrai pronostiqueur
du vendeur de rêve sur les réseaux sociaux? Ouais, il y a pas mal de choses, hein. Déjà, je pense. Après, ça veut un peu tout et rien dire, mais c'est l'ancienneté. Ça, c'est un critère à prendre en compte, même si ça veut Ok. tout et rien dire. Il y en a qui sont là depuis 10 ans et qui scamment depuis 10 Ouais, c'est piges. ça, et qu'on leur a rien dit. Voilà, il y en a qui sont arrivés il y a 1 an et qui font les choses proprement. Moi, je vous. Comme moi. C'est pour ça que je pense à toi. Moi, je penserais déjà, les gars, c'est renseignez-vous sur la personne, identité de la personne. Ouais. Déjà, on dit nos prénoms, nous, on n'a rien à cacher. On n'a rien en fait. à cacher. C'est vrai que je sors beaucoup à la plage ou même dans des bars et je me fais reconnaître, entre guillemets. Je prends des photos avec des gars. Tu vois, genre, j'ai rien à me reprocher. Ah ouais. Tu vois, je m'en fous. Je prends des photos. Wester 2Z, bah oui, mon gars, viens, on prend une photo. Il y a aucun souci. Et puis, je pense aussi, tu vois, le premier feeling. Quand tu vois la personne, tu as une première intuition et souvent, c'est la bonne. Si tu vois que le mec, il a l'air louche, il a l'air pas net, bah, garde ta première intuition. Ouais. Encore une fois, les avis des autres, des avis que tu peux voir les commentaires, ça veut rien dire. Ouais, les ça gars. veut rien dire, à part si tu montres vraiment. Et même moi, perso, je montre les vrais tickets de mes élèves, je montre les témoignages de mes élèves. Il y aura toujours un mec, même si tout est vrai, et qu'on va jusqu'à mettre la vidéo en application du book, etc. Il y aura toujours un mec qui va te dire ça peut être monté. Bah oui, dans tous les cas. C'est ça. Donc, c'est pour ça, les gars, les avis, ça veut strictement rien dire. Comment on différencie si un mec, il parle trop, toujours là à vouloir prouver. En fait, les gars, les vrais riches, on aime bien dire, ils se montrent pas. Ou ils se montrent beaucoup moins que les personnes qui font les riches. Quelqu'un qui va faire le riche, il va vouloir tout te montrer. Liasses de billets, voitures, hôtels et tout. Un vrai mec riche, il vit sa vie, il s'en fout. Donc, plus tu vas voir un mec qui montre sur les réseaux, plus ça sent la douille. Il y a peut-être Anguille sous roche quand il va te montrer des liasses de billets, ou va dire ouais, c'est dans le VIP, mais il montre pas ses résultats. Il n'y a pas de choses concrètes. En fait, il y a que du vent. C'est que sa parole sur la vidéo. Que du matériel pour taper à l'œil. Et malheureusement, les gars, c'est ce qui marche. Hein. On va pas se mentir, mais tu veux faire des vues, tu vas tirer du monde, tu montres ce qui brille. Voilà. Et malheureusement, c'est ce qui fait la différence. Après, entre un vrai pronostiqueur, en fait, vu que le terme vrai pronostiqueur, c'est très rare. Ouais, ça veut dire quoi en fait? C'est vaste en fait. Pour moi, un vrai pronostiqueur, déjà, pour moi, c'est un mec qui est déjà rentable long terme et qui est transparent surtout dans son entreprise. Et qui sait aussi dire la vérité quand les mois sont un peu moins bien. Exactement. Parce que les gars, on peut pas faire full vert. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. On n'est pas des robots. Même si on a des gros résultats, il y aura des mois, on passera à côté. Et au contraire, là, quand tu vois quelqu'un qui te dit ça fait 12 mois que je suis en vert, bah, c'est là où tu dois te méfier en fait. Plus c'est gros et plus c'est faux, quoi, j'aime bien dire. Donc, comment faire la différence entre un faux et un vrai? Renseigne-toi. Renseigne-toi, arrête de vouloir te lancer avec la personne au bout de 3 semaines, 1 mois, tout simplement. La visibilité aussi. C'est ça. Après, la visibilité, ça peut tout rien dire, parce qu'une personne peut avoir 1 million d'abonnés. C'est ça. En fait, non, ce que je veux dire, c'est que le mec, il peut avoir 1 million d'abonnés, et en fait, c'est full scam, il est pas transparent et il est éclaté. Il achète ses abonnés et tout. Et le mec, il a 10K, mais le mec, il montre tout, il montre ses tickets, il montre sa courbe, il montre les défaites. Voilà. En soi, c'est compliqué en vrai pour vous. Nous, on est dans le milieu, donc on sait dénicher rapidement. On sait tout de suite qui est qui. Voilà, on sait tout. Mais une personne lambda qui voudrait savoir, moi, je vous conseillerais, les gars, c'est de demander à des personnes justement qui s'y connaissent. Tu vois, exactement. Demander à des personnes qui s'y connaissent dans les réseaux pour dénicher le vrai du faux, tout simplement. Déjà, le vrai pronostiqueur, entre guillemets, pour moi, il est rentable long terme, parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, 99%, c'est du scam. Mais en fait, les mecs, ils ont des abonnés, ils ont de la visibilité, mais ça se trouve, ils sont même pas rentables long terme, et eux-mêmes n'arrivent même pas à générer de l'oseille avec les paris sportifs, et ils vont conseiller des milliers de personnes, alors que eux-mêmes, ils n'y arrivent pas, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Eux-mêmes n'y arrivent pas, eux-mêmes ne sont pas rentables, et il y a quand même des gens faibles d'esprit qui vont les suivre corps et âme, ils vont couler en même temps qu'eux. Et on a vu l'exemple plein de fois, et encore aujourd'hui. C'est bête à dire, mais il y en a plein, ils font des arnaques à PCS, ils ont 100 000 abonnés, ils n'ont même pas d'entreprise, et voilà. Donc déjà, vérifiez ça, les gars. Après, les gars, quand même, ça veut pas tout dire. Il y en a qui assument leur visage, assument leur nom, prénom, et qui scamment. Et qui scamment aussi, mais ils sont encore plus vicieux. Ça. Voilà, faites quand même gaffe, ça veut pas tout dire, parce que quelqu'un monte sa tête que... Mais... Si tu réunis victoire, analytics, nom, prénom, nom, prénom, société, t'assumes tes pertes. Beaucoup, on va dire. Voilà, là les gars, vous pouvez tenter l'expérience. Bon, du coup, R2Z, là, on continue sur le podcast. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses finalement depuis tout à l'heure. Je pense que les gens ils vont vraiment être satisfaits. Il y a très peu de vidéos comme ça sur les réseaux sociaux dans les paris sportifs. Quels seraient selon toi 3 conseils d'or, on va dire, pour une personne qui veut perdurer et être rentable long terme dans les paris sportifs? Ok, 3 conseils. Les gars,
il n'y a aucun meilleur pronostiqueur que vous-même. Ça veut dire que il y a que vous qui pouvez faire vos choix. Ok, donc arrête. Enfin, c'est bien de se calquer sur quelqu'un, mais le choix final, c'est votre argent, c'est vous qui devez prendre votre décision. Donc arrêtez en fait de donner tout à une personne, même si cette personne-là réussit. Les choix finaux, c'est uniquement vous. C'est votre argent, ça vous appartient à vous. Donc pour le long terme, les gars, c'est apprendre, ok, avec des personnes qui ont plus de connaissances que vous, mais par la suite, essayez de faire les choses par vous-même. Et c'est là où au moins vous donnerez, vous gérez tout seul, tout simplement. Le deuxième conseil que je pourrais donner, pour moi, ça serait de voir long terme et du coup de jouer long terme. Et là, je reviens à ce que j'ai dit auparavant, les gars, c'est des pronostics long terme. Pour moi, c'est trop sous-coté et on n'en parle pas assez. Et tant mieux, parce que justement, les cotes, elles sont bien élevées. C'est vrai que si tout le monde se positionne là-dessus, bah, les cotes vont chuter, comme c'était le cas avec le moins de 25 tirs. Mais c'est positionnez-vous sur le long terme. Là, il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Tout le monde va jouer en pré-match, en live, etc. Les gars, c'est maintenant qu'il faut faire vos tickets pour la Coupe du Monde. Je pense à qui sort des poules, qui va en 8e, qui atteint l'écart. Et voilà, on sait très bien que les grosses nations seront de la partie. Il y aura toujours des surprises, hein, comme on a pu voir dans les anciennes Coupes du Monde. Mais tu regardes les statistiques des grosses nations, ça sort tout le temps des poules à 90%. Voilà. Et c'est bête à dire, hein, mais comme tu disais, moi personnellement, je ne fais pas long terme, mais je vais y penser maintenant vraiment très long terme sur des mois ou sur toute la saison. Mais ça peut être carrément un investissement moyen ou court terme. Clairement. Imagine le mec, il a de l'oseille, tu vois, il vit très bien dans sa vie. Il te met 10K ou 20K sur le Bayern champion, comme tu disais 30, tout à l'heure. Il prend 7K. Le mec, le mec, il prend 7K en 6 mois, 8 mois. C'est ça. Voilà. Le but, c'est de commencer et de s'éduquer financièrement et de ne pas se comparer. Surtout, les gars, ne vous comparez pas avec un tel et un tel. En gros, le troisième, pour moi, en fait, ça serait un peu la continuité du deuxième. En fait, le fait de jouer rarement, ça t'évite en fait une partie de stress intense, tu vois. D'être tout le temps sur les week-ends, analyser, etc. Sur l'appli et tout. C'est un stress en fait cumulé. Donc c'est pour ça que moi je préconise les pronostics long terme parce que tu poses en août, t'as rien à faire. Tu rates tes matchs, bon, tu vas vibrer parce que le Bayern ils vont jouer le week-end, donc toi t'as joué sur le Bayern, donc t'attends qu'ils gagnent. Mais c'est beaucoup moins, on va dire, stressant que de prendre son ticket, de prendre son bet et le mettre tous les week-ends. Donc, pour vous enlever une partie de stress, moi, le troisième conseil que je pourrais vous donner, les gars, c'est jouer le moins souvent. Tout simplement, tu joues le moins souvent, tu analyses mieux tes matchs, repère la pépite. Au lieu de... Enfin, après, ça, c'est des méthodes différentes. Il y en a qui préfèrent lisser leur courbe en faisant 1000 paris par an. Comme ça, la courbe, elle est plus lisse. Moi, mon point de vue, ce serait plutôt de jouer le moins possible, tout simplement, avoir le moins de stress possible. Et le cas pour toi, si tu devrais parler à la communauté là, de parieurs en France, quels seraient les 3 conseils que tu pourrais conseiller d'appliquer? Pour moi, les 3 conseils principaux pour perdurer sur le long terme dans les paris sportifs et pouvoir être rentable. Premièrement, alors on l'a dit tout au long de la vidéo, mais c'est viser long terme. Tous ceux qui ont visé court terme dans ce milieu, alors oui, hein, tu as toujours un mec qui va prendre 2K, 3K en un mois, en un pari, etc. Mathématiquement, les gars, il perdra tout. Hein. Encore une fois, petite annonce voilà, pour la prévention. Il y a un mec qui m'a contacté il y a 2 jours. Il a perdu 20K en un an parce qu'il jouait des cotes à 3, 4, 5, 6, etc. Et le pire, c'est qu'il m'envoyait fièrement ses tickets quand il passait. Je lui avais envoyé un message. Je lui ai dit, continue comme ça. Là, tu as gagné. Continue comme ça, tu vas tout perdre. Le mec, il me suit depuis 1 an. Il aurait pu rentrer dans la LK Team, s'inculquer, avoir de l'éducation financière, comme les membres de la LK Team. Au lieu de venir dans la LK Team, en 1 an, il a perdu 20K, pendant que d'autres qui m'ont connu au même moment sont rentrés dans la LK Team et aujourd'hui sont largement rentables. Donc voilà les gars, ayez de l'éducation financière, donc vision long terme, éducation financière sur le premier point. Deuxième point les gars, prenez ça comme un investissement et pas comme un jeu. Parce que clairement, pourquoi plus de 95% des gens sont perdants dans ce milieu, c'est qu'ils prennent ça comme un jeu, comme du casino. Si tu prends ça en mode vraiment gestion financière, je vous garantis que les résultats, ils peuvent être magnifiques sur le long terme, quand vous avez un peu de budget, quand vous pouvez rajouter de la bankroll tous les mois, etc. Et le troisième conseil pour pouvoir être rentable long terme et vraiment perdurer dans ce milieu, c'est vous inscrire dans la LK Team. Voilà. Voilà, je peux pas vous dire autre chose, les gars. Inscrivez-vous dans la LK Team, inscrivez-vous chez R2Z, les gars. Vous pouvez même avoir nos 2 groupes en même temps. Comme ça, les gars, vous êtes sûrs là. Là, voilà, il y a toujours un risque. Mais on va pas vous mentir, les gars. Moi, si je parle à R2Z maintenant, c'est parce que j'ai vu qu'il était ultra fiable sur le long terme. Je le suis depuis des années. Je le suivais même avant que moi, je commence à monter mon entreprise.
parce que je me disais, il a la même vision que moi long terme et ça m'intéresse. Je l'ai connu à peu près un peu avant les 25 tiers. Ouais. 2021, 2022. Ouais, voilà. Et donc, tout de suite, après, moi, je lui ai parlé. Moi, si tu te rappelles bien, je t'envoyais mes tickets quand j'enchaînais de foot. Tu disais, ouais, tu t'es peut-être dit, lui, les choses aussi. Ouais, je me rappelle. Et du coup, voilà, les gars, suivez-nous. Vous pouvez avoir nos 2 groupes avec des façons bien distinctives. Mais voilà, les gars, vous serez pas déçus. La vision reste la même, de toute façon. Voilà. La vision reste la même. La vision reste la même. Vous serez pas déçus. Et puis voilà, on vous accompagne vraiment du matin au soir. Donc voilà. On prend le temps pour vous répondre, les gars, si vous avez des questions, quoi que ce soit. De toute façon, sur Insta et Telegram, les gars, on n'est pas overbooké. Donc, si vous avez quoi que ce soit, exactement, petit message et nous, on répondra directement. Voilà. C'est bon ? Bon, du coup, je pense que c'est la fin de ce podcast, ce grand podcast sur la vérité, sur les paris sportifs, sur le long terme. Je pense que ça va aider énormément de personnes dans ce milieu à vraiment voir la vérité des choses. Ça va leur ouvrir les yeux et peut-être ça va leur donner une autre vision de ce qu'on fait et de la réalité des gens qui sont rentables dans ce milieu. Et éviter surtout les pièges, parce qu'il y a beaucoup, comme on a dit les gars tout au long de la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui se servent de ce milieu-là pour faire de l'argent sur votre dos. Non. Sur ce, les gars, on fera sûrement d'autres podcasts. Ça, c'est vraiment à vous de nous le dire, à nous le faire savoir dans les commentaires. Voilà, un commentaire, un petit like sur les réseaux, ça fait plaisir. Sachant que moi, vous savez, j'habite dans le sud, je me suis déplacé en haut à Paris pour faire le podcast. Donc, si ça vous plaît, vous nous le dites bien en avance. Comme ça, on prend un petit studio avec le frérot et on met ça en place. Ouais, il y aura sûrement d'autres invités, pouvoir inviter d'autres parieurs qui sont rentables. Ça peut être hyper intéressant pour avoir leur point de vue. Donc voilà, si vous voulez aussi nous suivre sur les réseaux, les gars, donc R2Z, il va donner ses réseaux. Ça sera, de toute façon, les gars, affiché. Tout sera en description, tout sera affiché. Vous avez une question, quoi que ce soit, on répond à tout le monde, les gars. Insta, Telegram, tous les liens, les gars, sont en description. Voilà. Écoutez, les gars, pour l'instant, il n'y a pas de nom à ce podcast, mais ça va venir bientôt. En tout cas, vous aurez le nom de la vidéo YouTube sur le long format. C'était LK et puis c'était R2Z. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà. Écoutez, les gars, pour l'instant, il n'y a pas de nom à ce podcast, mais ça va venir bientôt. En tout cas, vous aurez le nom de la vidéo YouTube sur le long format. C'était LK et puis voilà. R2Z. C'était R2Z. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ça va sûrement être une série en continu. Prenez soin de vous, faites pas n'importe quoi, gérez votre bankroll et à la prochaine. Ciao. Salut les mecs.